Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment sont taxées les plus-values immobilières sur les résidences secondaires, sur les locations nues et sur les locations meublées non professionnelles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour l'aider à se faire connaître, liker la vidéo et activer la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On se retrouve tout de suite pour parler des plus-values immobilières. Déjà peut-être que certains d'entre vous se demandaient s'il y avait une différence sur la manière de taxer les logements loués en nu, en meublé ou tout simplement les résidences secondaires. Bah la réponse est non. En fait, il y a vraiment au total 4 différentes approches dans les plus-values immobilières. 1. Les résidences principales, dont les plus-values ne sont pas taxables du tout. Alors je fais simplement une petite parenthèse, parce que parfois les personnes me demandent si on retourne en vivre quelque temps dans leur logement, ça peut être considéré comme leur résidence principale, et donc échapper à la taxe sur les plus-values. La réponse est oui, mais toutefois attention, parce que même s'il n'y a pas de durée de vie minimum pour que le logement soit considéré comme une résidence principale, vous devez pouvoir prouver que votre vie, votre quotidien, et que vos activités étaient bien dans cette résidence, et qu'il s'agissait bien d'une résidence principale, et non pas simplement d'un logement où vous êtes parti une semaine ou deux. En gros, il faut recevoir son courrier là-bas, si vous faites du sport, par exemple avoir un abonnement, une licence dans un club local, faire ses courses dans les supermarchés locaux, etc. Vous avez compris, donc en cas de doute, l'administration fiscale peut demander à vérifier s'il s'agissait bien de votre résidence principale au moment de la vente. À ma connaissance, la dernière jurisprudence qui a fait foi, c'était un couple de retraités qui ont vécu 2 mois seulement dans leur résidence avant de la vendre, et ont échappé à une taxe sur la plus-value énorme. Évidemment, l'administration fiscale n'a pas pu s'empêcher de mettre son nez dedans, et au final, ce sont le couple qui a eu raison, parce que ça a été tranché en cours d'appel, et ça a été reconnu voilà, comme une résidence principale. C'est la dernière jurisprudence, et c'est celle qui fait foi. La deuxième approche, ce sont les résidences secondaires. C'est celle dont on va parler dans la vidéo. Alors ça peut être les biens locatifs détenus en location nue, les biens qui sont loués en location meublée non professionnelle, ou simplement votre maison de vacances. J'insiste bien sur le fait qu'il faut être non professionnel, parce que si vous êtes professionnel, ça nous amène à notre troisième cas, donc les fameuses plus-values pour les loueurs meublées professionnelles. C'est-à-dire donc pour les personnes qui possèdent un bien meublé en nom propre, mais qui n'ont pas le même régime que les loueurs meublés non professionnels sur les plus-values. Et c'est bien pour ça que c'est vraiment moins avantageux d'être loueur meublé professionnel dans la majorité des cas. Si vous souhaitez connaître les différences entre les LMNP et les LMP, vous pouvez regarder les vidéos dédiées au sujet sur ma chaîne. Quatrième cas, les plus-values des personnes morales. Donc là, on parle bien des plus-values réalisées en SCI LIS, en SARL, en SAS ou toute autre personne morale. Dans cette vidéo, on va s'intéresser, comme vous l'aurez vu dans le titre, aux plus-values sur les résidences secondaires nues et meublées non professionnelles. Alors avant de commencer et vous expliquer les taxes à payer sur la plus-value, tout d'abord il faut savoir calculer la plus-value. Alors la plus-value, c'est la différence comptable entre le prix de revient et le prix de vente net. Alors souvent on tend à schématiser en disant que c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, mais c'est pas tout à fait ça. Lorsque vous allez acheter un bien, vous allez payer un prix au vendeur. Peut-être des frais d'agence, si le vendeur passe par une agence, des frais de notaire et peut-être des travaux. Ça définit votre prix de revient. Ensuite, le prix de vente net, c'est le prix de vente minoré des frais requis pour la vente. Par exemple, le coût des diagnostics obligatoires, le coût des frais d'agence si vous passez par une agence, les frais Le Bon Coin si vous vendez tout seul et que vous sponsorisez l'annonce, etc. Maintenant que ça c'est clair, vous devriez être en capacité de calculer votre plus-value taxable. Cette plus-value, elle est comme les revenus du patrimoine, elle est taxée 2 fois. Une fois à l'impôt sur le revenu et une fois aux prélèvements sociaux. Alors attention, parce que dans ce cas de figure, quand on parle d'impôt sur le revenu, on pourrait croire que c'est corrélé avec votre tranche marginale d'imposition, mais c'est pas le cas. C'est un taux fixe à 19%. Personnellement, je trouve qu'on aurait dû trouver un autre nom qu'impôt sur le revenu parce que ça porte à confusion, mais même quelqu'un qui déclarerait 0 € de revenu aurait un taux à 19%. C'est fixe pour tout le monde. Pour les prélèvements sociaux, c'est 17,2% comme d'habitude pour les résidents fiscaux français non frontaliers et pour les résidents fiscaux des autres pays du monde, sauf ceux qui sont dans des pays européens où là c'est 7,5%. Pour mieux comprendre pourquoi, vous pouvez vous référer à ma vidéo donc sur les prélèvements sociaux pour les frontaliers qui se trouve sur ma chaîne. En gros, retenez que si vous êtes frontalier suisse ou résident allemand, polonais ou tout autre pays européen, peu importe, vous n'aurez que 7,5% de prélèvements sociaux au lieu des 17,2% si vous vendez un bien en France. Et ça marche aussi pour les résidents évidemment français mais qui travaillent dans des pays européens, par exemple Luxembourg ou Suisse. Voyons maintenant le tableau des plus-values immobilières. Dans ce tableau, il y a plusieurs éléments. Sur la gauche, on a le nombre d'années de détention, et à droite de cette colonne, les abattements pour durée de détention. On voit un abattement pour l'IR, abattement pour les prélèvements sociaux. Et tout à droite, le taux total d'imposition. En premier lieu, on voit donc que de 0 à 5 ans, il n'y a pas d'abattement. Et du coup, si on additionne 19 plus 17,2, on arrive bien à un taux total de 36,2. Ça signifie que votre plus-value sera taxée à 36,2%. Maintenant, je vais vous donner une info qui est étonnamment méconnue, mais pourtant hyper importante dans les stratégies patrimoniales. Lorsque vous détenez un bien plus de 5 ans, 6 ans en gros, il faut noter que vous avez le droit à un forfait pour majorer votre prix d'acquisition. Ça veut dire que vous pouvez demander au notaire, même si normalement ils le savent et ils le font naturellement, que le prix d'achat de votre bien soit majoré de 22,5% dans le calcul de votre plus-value. Ça s'explique par le fait que le fisc permet aux personnes qui possèdent un bien depuis plus de 5 ans d'appliquer un forfait de 7,5%
5% pour les frais de notaire, payés autrefois, et de 15% pour les travaux, 7,5 plus 15, 22,5. Du coup, même si vous n'avez pas fait de travaux, c'est pas grave, vous avez le droit au forfait. Donc par exemple, une personne qui en 2020 aurait acheté un bien 100 000 euros hors frais de notaire, pourra en 2026 bénéficier d'un prix de revient théorique de 122 500 euros. Et donc, tant que l'appartement n'est pas vendu au-dessus de ce prix, il n'y a pas de plus-value taxable. Moi, je trouve ça important de le savoir parce que parfois les gens ne savent pas et vendent un bien au bout de 5 ans et demi, alors qu'en attendant 6 mois de plus, ou un an par exemple, ils auraient pu donc du coup profiter avec cette méthode d'échapper à la taxe sur la plus-value. Revenons-en maintenant à notre tableau. On voit bien qu'en fonction des années, il y a des abattements supplémentaires. Pour être totalement exonéré, il faut attendre 30 ans de détention, et si par exemple vous vendez au bout de 20 ans, on voit qu'il reste 14,8% de taxe sur la plus-value. Donc il faut quand même effectivement être patient pour que le taux diminue vraiment. Si vous souhaitez connaître les méthodes pour être exonéré de plus-value, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner ou nous contacter si vous souhaitez profiter de nos conseils fiscaux, d'investissement au rendement, de la comptabilité de vos biens en LMNP, ou encore tous les autres services que nous pouvons vous proposer. Merci à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.